cette invitation à penser à la notion de dépassement, et puisqu'on a dépassé largement le temps imparti, je m'efforce d'inviter immédiatement Bertrand Badré à la tribune. Merci beaucoup, Bertrand Badré. Je rappelle à ceux qui ne vous connaissent pas, même s'ils doivent être très peu nombreux dans cette salle, que vous avez été directeur général de la Banque mondiale chargé des questions financières, que vous êtes aujourd'hui le dirigeant du fonds d'investissement Blue Like an Orange Sustainable Capital, et que dans cette logique transformatrice que je viens d'évoquer, qui est l'héritage de Rio, vous allez nous parler du rôle de la finance pour y parvenir, puisque c'est là que vous avez aussi commis plusieurs ouvrages. Merci beaucoup, Monsieur Badré. Merci. Merci Thomas, merci pour cette belle conclusion de la première table ronde. J'étais heureux de retrouver un certain nombre d'amis, dont Delphine. Nous avons commis quelques crimes communs il y a une vingtaine d'années. C'est toujours un plaisir de te retrouver ici. J'étais d'autant plus ému que l'ambassadrice est partie, mais pardon, Madame l'ambassadrice. J'arrive de Dakar ce matin, où j'étais précisément avec les ministres des Finances de l'Union africaine hier et avant-hier pour parler de comment on dit en français, la reprise durable en Afrique, et notamment de l'importance du capital naturel comme ressource pour l'Afrique. Comme je l'ai dit dans mon propos, l'Afrique n'est pas le problème, l'Afrique est la solution. Voilà, alors c'est intéressant de se poser la question du rôle de la finance. Je me sens un peu comme un intrus quand je regarde le programme. J'ai l'impression d'être vraiment peut-être dans la biodiversité des orateurs. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser les questions que vous vous posez au moment où la finance elle-même est en interrogation. Pour ceux d'entre vous qui s'y intéressent, vous voyez bien qu'entre les suites de la pandémie, l'impact de la guerre en Ukraine, les craintes du retour de l'inflation, d'une possible récession, le changement de pied des banques centrales, les marchés qui allaient de record en record commencent à hésiter. Et donc on voit bien qu'il y a des incertitudes. Au même moment, je me souviens, le jour de l'intervention russe en Ukraine, ma fille qui a 20 ans me dit « Papa, mais maintenant, après cette guerre, qui va s'occuper de la planète ?» Et c'était une bonne question. Et donc se projeter 30 ans en arrière et 30 ans en avant aujourd'hui, c'est probablement un énorme privilège que vous m'offrez. Et je vais essayer de ne pas vous décevoir en étant bref, ne pas faire trop de dépassement. Alors un peu d'histoire d'abord. Je trouve qu'on est entre finance et développement durable dans une phase qui illustre très très bien un des propos de Jared Diamond dans son livre Collapse, alors je ne sais pas quel était le titre français, Effondrement, qui explique qu'à certains moments les solutions et les problèmes se font un peu la course et qu'on ne sait pas très bien qui va gagner. Et sur 50 ans, on voit bien qu'il y a un emballement financier, un emballement de développement durable et que ça ne converge pas nécessairement. Si on se présente 50 ans en arrière, en gros 70-72, 1970, c'est l'article fameux de Milton Friedman dans le New York Times qui répond que l'objet social, à la question de savoir s'il fallait élargir le conseil d'administration de General Motors à des représentants du public interest, donc en gros d'essayer d'ouvrir un peu à la société civile ou aux parties prenantes, comme on dirait aujourd'hui, il répond certainement pas. L'objet unique de l'entreprise, c'est la recherche du profit. 13 septembre 1970. 15 août 1971, Richard Nixon prend la décision sous pression de suspendre la convertibilité en or du dollar. Donc non seulement on bascule d'un système organisé, le Bretton Woods numéro 1, à un système moins organisé, mais surtout on bascule dans un monde où le marché devient le lieu où se fixent les valeurs. Si je vous demande combien vaut un dollar, vous allez me dire ça vaut tant d'euros. Alors lui c'est assez simple, c'est à peu près 1 pour 1. Et si je vous dis un euro, ça vaut combien? Ça vaut tant de dollars. Et en plus ça bouge tout le temps. Donc on est passé dans une logique où on n'était plus un monde organisé, à un monde de marché. Et puis 72, conférence de Stockholm et rapport du Club de Rome. Donc on voit déjà à l'époque les sujets s'organisent. On se projette un peu plus tard. Entre-temps, le modèle néolibéral s'impose. Reagan, Thatcher, le consensus de Washington. Fin des années 80, début des années 90. 87, le rapport Brundtland, ça a été rappelé ce matin, la notion de développement durable. 1989, chute du mur, fin de l'histoire. On pense que le capitalisme libéral, dans sa version années 80, a gagné. 1992, évidemment, Rio. Et là aussi, on voit bien qu'il y a des tensions entre ces différentes dates. De nouveau, 10 ans plus tard, autour de l'an 2000, on voit bien d'un côté la bulle Internet et de l'autre l'adoption des objectifs du millénaire. On passe plus de logique de déclaration de droit, on a des objectifs. On va se donner ensemble la volonté de faire quelque chose. Et puis 2001, de manière intéressante, qui est probablement finalement la date la plus importante, non pas tant pour le World Trade Center, mais pour l'adhésion de la Chine à l'OMC,
dont on pensait qu'elle allait nous rejoindre et être comme nous, et on s'est aperçu qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce qui nous amène à la crise financière de 2007-2008, ce n'est pas le propos aujourd'hui, crise financière brutale, crise de l'innovation, crise de la réglementation, qui n'est pas un accident. Au cœur du modèle posé dans les années 70 et 80, c'est ce que les anglo-saxons appellent le light touch regulation. Il ne faut pas que l'État intervienne, c'était la phrase de Reagan dans son inauguration, le gouvernement n'est pas la solution, le gouvernement c'est le problème. Et donc la crise de 2007-2008, elle découle directement de tout ça. Et puis c'est une crise de la mondialisation, où d'un côté on voit une mondialisation financière et technologique qui va très très vite, et de l'autre une mondialisation juridique et éthique qui va sensiblement plus lentement, à tel point d'ailleurs que quand Lehman Brothers fait faillite le 15 septembre 2008, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mervyn King, fait cette analyse un peu sombre en disant, ben voilà, quand tout allait bien, Lehman Brothers est une entreprise mondiale, quand ça va moins bien, Lehman Brothers redevient une entreprise américaine. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé, donc on a commencé à réouvrir les yeux. Alors qu'est-ce qu'on a fait après cette crise? Eh ben, on a sur le track financier, si je puis dire, on a colmaté les brèches. C'est-à-dire qu'on a augmenté, je ne vais pas épiloguer ici, on a augmenté les ratios des banques, on a durci un certain nombre de réglementations. D'une certaine manière, on a, encore une fois, colmaté, calfeutré, mais on n'a pas entrepris le grand carénage du système. On ne s'est pas posé la question, on a paré au plus pressé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort, la mauvaise, c'est qu'on n'a pas traité les problèmes. En revanche, et c'est là qu'on revient dans cette course que j'évoquais avec Jared Diamond, il y a une forme de miracle en 2015. En 2015, on a eu les 3 grandes conférences, celle dont on parle le moins à Addis Abeba sur le partenariat pour le développement, celle de New York, enfin l'Assemblée générale des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, et puis évidemment les accords de Paris. D'une certaine manière, c'était peut-être la réponse à la crise, la vraie réponse, la feuille de route qui rebondissait sur tout ce dont on a parlé dans le premier panel, pardon. On se donnait cette feuille de route pour une économie inclusive, résiliente et durable. Et d'une certaine manière, la poignée de main entre Barack Obama et Xi Jinping, et je me le dis rétrospectivement, illustrait peut-être le sommet d'une forme de mondialisation et de multilatéralisme, avant que depuis, on régresse. Alors, ce moment miraculeux, je l'ai vécu, j'étais à la Banque mondiale à l'époque, j'avais déjà ma casquette financière et j'étais déjà troublé par le fait qu'il y avait un enthousiasme sur ces objectifs et un tout petit peu moins de travail sur combien ça coûte et comment on y arrive. Il y avait quand même une forme de croyance que j'ai un peu partagée sur le fait que puisque les objectifs étaient posés, le système allait suivre. Et d'une certaine manière, une nouvelle forme de main invisible d'une certaine manière, qui allait travailler avec une main tendue, allait transformer nos systèmes économiques et financiers, que la bonne volonté des pionniers allait entraîner tout le monde et que finalement, de même que les États se mettaient la pression en ayant des objectifs individuels, les entreprises allaient les unes derrière les autres galoper et monter au cocotier. Bon, évidemment, ce n'est pas ça qui s'est passé. On a bâti en fait un système, on n'a pas bâti, on a attendu un système qui est resté relativement fragile, pas enraciné, et un système dans lequel finalement il n'y avait pas de punition des comportements vicieux et pas de récompense ou d'incitation aux comportements vertueux. Alors tout ça nous amène à aujourd'hui. On se retrouve finalement dans un système financier qui n'a que peu évolué. On a eu la crise du Covid puis la guerre, qui finalement ne sont pas, comme on l'a dit au début, des crises du capitalisme. Des guerres et des pandémies, il y en a eu quand même à toutes les époques, toutes les latitudes. Mais on voit bien qu'en creux, ça souligne le fait qu'on n'a pas traité au fond la transformation de notre système depuis 1970. Et c'est d'autant plus compliqué qu'il y a une nouvelle préoccupation qui s'est fait jour, qui est la préoccupation sociale. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans un sujet environnemental, ça a été redit par un certain nombre de gens, la question, elle est environnementale et sociale. Je relisais pendant la pandémie les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Je partage avec vous cette citation que j'avais trouvée magnifique et qui est pour moi une espèce de gifle à nos réflexions actuelles. C'est Adrien qui médite sur la chute de Rome. Je sais que la chute de Rome va arriver. Comment puis-je la retarder? Comment puis-je retarder ce moment où les barbares au dedans et les esclaves au dehors se rueront sur un monde qu'on leur demande de respecter de loin ou de servir d'en bas? Donc on voit bien que la problématique de 1992, elle est un peu accélérée et transformée. Aujourd'hui, on est en crise. Cette crise, elle met en évidence, comme je l'ai dit, les failles qui n'ont pas été traitées après la crise précédente. Et par ailleurs, elle accélère un certain nombre de tendances. Elle accélère la tendance à l'égoïsme,
à tous égards. On se rappelle qu'au début de la crise du Covid, la Banque mondiale comme les Nations unies ont chiffré les besoins du monde émergent en développement à 2 à 3 000 milliards de dollars. Le G20 se réunit et, formidablement, met 14 milliards sur la table. 14 milliards, 2000 milliards, je vous laisse faire la différence. Les vaccins, rappelez-vous comment ça s'est passé au début, je ne vais pas vous faire la liste de tous les manquements à nos obligations internationales, à l'universalisme dont on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de, comme l'a dit Janet Yellen il n'y a pas longtemps, de friendshoring. On ne parle plus de offshoring, mais de nearshoring. On se rapproche, on investit moins loin, on se projette moins loin et on se replie chez soi. Ça avait commencé avec America First, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on fait du mauvais Voltaire. Voltaire concluait Candide en disant « il faut cultiver notre jardin », ce qui est bien, mais Voltaire était un peu universaliste. Aujourd'hui, on cultive notre jardin et on oublie la planète. Et je pense qu'il faut rétablir de la continuité entre notre jardin, qui est notre tentation bien naturelle après 2 ans de Covid, on s'est replié chez soi, et qu'il faut refaire le lien entre notre jardin et notre planète. Et puis d'autres accélérations, ce n'est pas seulement l'accélération de l'égoïsme, accélération des inégalités, on le voit bien, entre pays, mais aussi au sein des pays, accélération de la numérisation, qui elle-même a ses propres effets positifs, mais aussi plus pervers. Comme l'avait dit Michel Houellebecq, ne vous précipitez pas sur le monde d'après, ça sera le monde d'avant en pire. Alors j'espère que collectivement on va réussir à lui donner tort, mais en tout état de cause, on est bousculé, et la finance elle-même est bousculée. Les certitudes, là aussi je ne vais pas m'appesantir, ce n'est pas forcément le lieu, mais on voit bien une finance qui a été bousculée par des taux d'intérêt négatifs. Et moi, je n'avais pas appris à l'école, c'est des taux d'intérêt négatifs. Bon, on a vécu avec ça, maintenant ils le sont moins, et maintenant on a peur parce qu'ils accélèrent dans l'autre sens. Que penser des crypto-monnaies, du Bitcoin? Là aussi, ça nous intéresse, ça nous interroge sur l'argent. L'endettement public, on nous avait dit 60%, c'est une limite indépassable, on est passé à 100, les Japonais sont à 250%. Enfin, on ne sait plus très bien quelles sont les limites possibles de l'endettement. Toutes les questions sur l'argent magique, il n'y avait pas d'argent, on en a retrouvé. Donc on voit bien que tout ça nous bouscule et nous met mal à l'aise. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Eh bien d'abord, le modèle friedmanien, il est toujours vivant. Il se passe beaucoup de choses, mais fondamentalement, notre système, que ce soit nos normes comptables, que ce soit les modes de rémunération, que ce soit les obligations fiduciaires des gens qui gèrent votre argent, que ce soit les modes de reporting, etc., tout cela reste arrimé à ce qui a été posé il y a une 50aine d'années. On n'a pas fondamentalement changé de système, même si ce système a montré ses limites. Ce système n'a pas permis, on l'a bien vu, on n'a pas du tout été à la hauteur des objectifs posés en 2015. La main invisible n'a pas fonctionné. On a privilégié encore et toujours l'optimisation à la résilience. On a privilégié encore et toujours la maximisation au durable. On a finalement un capitalisme que j'avais baptisé dans un de mes livres, un capitalisme Excel, c'est-à-dire que ça marche sur tableur, et puis dans la réalité, ça ne marche pas toujours. On n'a pas transformé nos modèles financiers. Depuis les années 50, le couple risque-rendement, c'est au cœur de l'industrie financière, travaux de l'Université de Chicago de l'époque. Ce couple n'a pas été modifié et reste celui qui domine notre analyse. On parle de capital financier parce que c'est vrai qu'en 1950, le capital financier était le capital rare. Ce que nous ont montré les 30 dernières années, c'est que le capital financier est devenu le capital abondant. C'est toujours sur celui-ci qu'on concentre notre énergie, notre intelligence, au lieu d'incorporer le capital naturel, le capital social, le capital humain. Et là aussi, il y a des travaux à faire, mais on voit bien qu'on reste dans un capitalisme incomplet. Et la vraie question, en fait, et c'est ce que vous disiez, monsieur, il faut changer d'operating system. C'est-à-dire que tant qu'on ne changera pas d'operating system, on va se raconter des histoires. Il ne faut plus partir du principe que l'objet social de l'entreprise, c'est de maximiser le profit. Le profit n'est pas une fin en soi. Le profit est un moyen. J'aime bien la formule de Colin Mayer, qui vient de prendre sa retraite, qui était le doyen de la Business School d'Oxford, qui disait « L'objet social de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. » C'est-à-dire que le profit devient un moyen en vue d'une fin, et que cette fin, c'est nous. Voilà, il faut quand même rappeler et remettre les choses dans le bon ordre. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça veut dire qu'il va falloir ouvrir le capot, qu'il va falloir mettre les mains dedans, qu'il va falloir commencer à traiter toutes ces questions techniques, pas très amusantes. Comme avait dit un ministre des Finances, tu me vois aller au journal de 20 heures pour parler de normes comptables. Je dis non, mais peut-être trouver une manière de le faire, parce que c'est quand même comme ça que ça se passe au bout du bout. Ça veut dire aussi transformer nos modèles financiers, passer d'une analyse risque-rendement à une analyse risque-rendement-impact ou risque-rendement durabilité, et donc intégrer dans des modèles qui sont déjà très sophistiqués un peu plus de sophistication. Alors c'est un travail de longue haleine. Est-ce à dire qu'il ne se passe rien? Évidemment non. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 40 000 milliards de dollars, c'est beaucoup, qui sont gérés en prenant en compte les normes environnementales, sociales et de gouvernance, en ESG.
On parlait, il y a un certain nombre d'initiatives, notamment sous l'ombrelle des Nations Unies, les principes d'un investissement responsable, Global Compact, la Task Force sur les disclosures sur le climat. Emmanuel Faber, qui est à la tête de IFRS et SSB, vient de proposer un premier jeu de normes sur le climat. Christian de Pertuis a rappelé les progrès de la tarification carbone. Donc il se passe des choses. Donc c'est positif, on en parle, mais là il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. On est au tout début du chemin. On reste beaucoup dans le déclaratif, on reste beaucoup dans l'aspirationnel, on reste beaucoup dans l'auto-évaluation. Il faut passer à l'étape suivante, qui est que on n'est plus dans l'aspirationnel, mais dans l'intentionnel. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je me mets en risque d'être mesuré sur la réalisation de mes intentions? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que je transforme quelque chose? C'est vrai sur l'environnement, évidemment, pas seulement sur le climat. Quand on va commencer à se poser ces questions sur la nature et la biodiversité, accrochez-vous, parce que là, c'est compliqué. Et puis, alors, dans le social, là aussi, je vous dis, il n'y a pas non plus de consensus immédiat. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de complaisance. Le sujet est extrêmement difficile, d'autant plus difficile qu'il n'y a pas de maître du monde, et encore moins aujourd'hui qu'il y a 30 ans, au début de l'hyperpuissance. Et donc, pas de maître du monde, et au contraire, il y a même une concurrence des modèles. Parce que, comme souvent, celui qui va déterminer la norme, c'est celui qui va faire de l'argent. Comme dans la ruée vers l'or, il vaut mieux vendre des pelles et des pioches que de trouver des pépites. Alors je crois que l'Europe a un rôle clé parce qu'elle est plutôt en avance, elle fait ce qu'elle sait bien faire, c'est-à-dire, comme avait dit l'adjointe Christine Lagarde au FMI, il dit l'Europe, il vous reste deux choses à faire, taxer ce que vous pouvez, réglementer ce que vous pouvez. Pour le reste, on s'en occupe. Et ça, l'Europe sait faire. Et donc il faut que tant qu'on a encore une capacité économique, financière et commerciale, il faut qu'on joue de ce pouvoir. Il y a une deuxième clé qui pour moi est importante, Madame l'ambassadrice, c'est que ce n'est pas un sujet entre les bobos de l'OCDE, c'est un sujet mondial. Et là, il y a une question qui est très difficile. Je vais partager une petite anecdote. Je reviens d'Amérique latine, c'est le continent sur lequel j'investis pour l'instant. Il y a une question très concrète. Vous savez, vous ne savez pas, vous le savez forcément, les fleurs viennent du Kenya et d'Équateur. Et donc, on m'a approché pour financer des fleurs en Équateur. Et je me retourne vers la réglementation européenne, je dis ah non, mettre des fleurs dans un avion au XXIe siècle, ce n'est pas une bonne idée. Parce que là, c'est tout de suite, c'est du CO2, etc. Est-ce qu'on peut traiter comme ça? On a créé des centaines de milliers d'emplois dans votre pays, en Équateur. C'est très important pour la balance des paiements. C'est des industries qui sont socialement très engagées, etc. On va dire, finalement, non, le bobo parisien des vapeurs, il ne vaut plus de vos fleurs parce qu'elles vont dans un avion. Et j'ai eu cette conversation avec un certain nombre de gens qui disent, il faut refaire les fleurs en France, etc. Nonobstant le fait que, compte tenu de notre climat, pour faire des fleurs en France, il faudrait faire des serres et les chauffer. Et donc, au total, le bilan CO2 serait probablement un peu négatif aussi. Donc, vous voyez, ces questions sont compliquées. Si on n'a pas une approche inclusive de ces questions, on va édicter des normes et on va se mettre à dos, ou en tout cas, on va opposer une partie de la planète à l'autre. On voit bien les allers-retours sur le gaz. Il y a 2 ans, on disait à l'Afrique, ne faites plus de gaz. Maintenant qu'il y a un problème en Ukraine, on dit à l'Afrique, refaites du gaz, etc. Donc, il va falloir qu'on traite ces contradictions et qu'on soit véritablement inclusif. Ce n'est pas entre nous, entre guillemets, OCDE qu'on va décider. Il faut que ça soit vraiment mondial. Et je crois que les Nations Unies ont un rôle extrêmement important. Et la question, ce n'est pas un sujet technique pour moi. C'est des questions de valeurs. Ce n'est pas une question de normes comptables, ça suivra. Il faut qu'on soit d'accord sur les valeurs, qu'on revienne à l'esprit de 2015. Les vraies questions, c'est comment est-ce qu'on veut vivre ensemble? Ça suppose quelle économie et quelle finance pour financer cette économie? Je pense qu'on est à un moment crucial. Pour conclure, je voudrais partager une douzaine de principes que je mets sur la table, qui je pense devraient animer les réflexions. Alors après, encore une fois, c'est plus facile de faire ça à l'UNESCO aujourd'hui que dans la vraie vie. Premier principe, il faut être très ambitieux, parce que vous l'avez dit, il s'agit bien de transformer nos modèles, mais en même temps, il faut être assez modeste. Ça va prendre du temps et c'est pas très drôle. Il n'y aura pas de grand soir. Je sais, je suis français, dans l'organisation internationale, on me dit les Français, ils font la révolution, ils pensent qu'ils abolissent les privilèges, qu'ils prennent la Bastille et que tout est changé. Non, on sait bien que ça ne marche pas comme ça, mais il faut garder ce mélange d'ambition et de réalisme. Il faut avoir une approche systémique, ça a été rappelé par les orateurs précédents. Ce n'est pas juste le climat. Tout va ensemble. Et si on ne transforme pas tout ensemble, on va faire du salami et on va maltraiter, on va avoir des effets pervers, comme je disais sur les fleurs. Il ne faut pas évidemment abandonner la capacité de l'économie à optimiser. Simplement, il ne faut pas optimiser à tout prix, il faut optimiser au mieux, c'est-à-dire introduire la notion de résilience dans nos modèles. Il faut apprendre à coopérer public et privé, on en parle tout le temps, on le fait en réalité de moins en moins. Il faut utiliser la révolution numérique, je pense qu'elle est cruciale et qu'elle nous donne beaucoup d'outils. Il faut se rappeler, 6e principe, que c'est bien au service de l'homme qu'on fait tout ça. La finance est au service de l'économie, qui est au service de l'homme, et pas le contraire. Ça va sans dire, mais parfois ça va mieux en le disant. Ce qui m'amène au principe de fraternité. Je pense qu'on est tous embarqués sur le même bateau. Pour l'instant, à part Elon Musk, personne ne croit qu'il y ait une planète B à court terme. Quand on parle de valeurs,
et de valorisation des entreprises, je pense que les entreprises vont de plus en plus être valorisées sur leurs valeurs et qu'il y aura une intégrité qui va être mesurée entre ce que les gens racontent et ce qu'ils font. Et là, je me permets juste une anecdote qui, pour moi, a été le plus gros coup de poing que je me sois pris dans le ventre ces 20 dernières années. On avait fait un colloque avec l'Institut Montaigne en 2008, avant la faillite de Lehman Brothers, sur ce qui s'appelait la crise du subprime. Paul Volcker, président de la Réserve fédérale, grand monsieur, 2,05 m, qui avait été celui qui avait combattu l'inflation, dont on reparle beaucoup aujourd'hui, est interrogé par la salle, qui lui dit « Monsieur Volcker, vous êtes très critique avec les financiers. Après tout, on fait ce qu'on nous demande. On obéit aux règles du jeu. » Et Volcker leur avait dit « Je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Vous êtes les plus diplômés, les mieux payés. Vous n'allez pas en plus me faire croire que vous ne savez pas ce que vous faites. » Voilà, regardez mes chaussures. Et donc là aussi, il faut qu'on intègre. Ce n'est pas parce que les règles sont comme ça qu'on ne peut pas les contester. Neuvièmement, ça fait écho à ce que je viens de dire, il ne faut pas qu'on bâtisse de murs défensifs. J'habitais aux États-Unis jusqu'à l'année dernière. Le gros slogan, c'était « Build that wall ». Ce n'est pas la bonne réponse de construire des murs. Ce n'est pas la bonne réponse de mettre des murs entre notre jardin et la planète. Dixièmement, il faut qu'on regarde notre culture. Comment mesure-t-on ? On sait très bien, c'était l'intuition de Sarkozy en 2008, que le PNB n'est pas un bon instrument. N'empêche que c'est toujours celui qu'on utilise aujourd'hui. Tant qu'on ne changera pas, on va continuer à faire les mêmes erreurs. Et c'est pareil pour la comptabilité privée. Il faut qu'on transforme nos instruments de mesure. Tant qu'on ne transformera pas, tous les trimestres, tous les ans, dans les procédures budgétaires ou dans les comptes des entreprises, l'élastique vous ramènera. Donc à un moment donné, il va falloir se poser cette question. Et là aussi, de manière très intéressante, tant les comptabilités nationales que privées ont été structurées après la crise de 29. C'est Joe Kennedy, président de la première SEC, autorité de marché américaine créée par Roosevelt dans le cadre du New Deal, qui dit qu'il faut qu'on harmonise la comptabilité. Et c'est à ce moment-là qu'on crée les outils du PNB dans les années 30 et 40. Ben, peut-être qu'après une crise financière, une crise sanitaire, une crise militaire, une crise sociale, une crise environnementale, il est peut-être temps de faire ce qu'on a fait il y a 80 ans et de revoir nos outils. Se rappeler évidemment que le développement durable, c'est à nos enfants qu'on le doit. Je reprends les définitions des Nations Unies. C'est l'idée qu'on répond à nos besoins sans empêcher la génération suivante de répondre à ses besoins. Je pense qu'en ce moment, on laisse à nos enfants un passif environnemental, un passif social et un passif financier. Il est assez temps qu'on travaille à rééquilibrer notre bilan et à mettre un peu d'actif financier, social et environnemental. Évidemment, le 12e principe, c'est le plus compliqué, ça a été dit aussi, c'est que, comme le disait Tolstoï dans Guerre et paix, je crois que c'est le prince André qui dit ça, tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Ben évidemment, il faut qu'on commence nous-mêmes. Alors évidemment, mes enfants me disent, bah, tu vois, papa, c'est sympa d'aller à Dakar, mais alors ton bilan CO2, c'est pas terrible, tu t'es encore trompé dans le tri sélectif. Donc voilà, je pense que si on se regarde dans la glace, personne d'entre nous n'est parfait. Et donc, pour vraiment conclure, je me permettrai un dernier détour littéraire. Dans mes relectures aussi, je relisais La guerre de Troie n'aura pas lieu, qui est au programme du bac français de ma fille de cette année. Alors peut-être que ça ne vous dit plus rien, de Jean Giraudoux, 1935 ou 1936, donc effectivement avant la Seconde Guerre mondiale. Ulysse et Hector, envoyés des Grecs et des Troyens, discutent de comment éviter la guerre. Évidemment, il n'y a pas de suspense, hein, la guerre de Troie a eu lieu, mais c'est très intéressant parce que Ulysse et Hector, c'est nous. On dit c'est pas possible, hein, tout le monde sait que tout ça c'est une catastrophe, on ne va pas laisser brûler nos villes, mourir nos enfants, on est des gens intelligents, on va y arriver. Bon, évidemment, ils n'y arrivent pas. Et Ulysse a cette phrase extraordinaire que je vous invite à méditer en conclusion. Le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent regarder les catastrophes depuis leur terrasse. Bah, écoutez, comme chacun sait, quand la catastrophe arrive, la terrasse s'effondre. Donc j'ose espérer que nous allons démentir et Houellebecq et Giraudoux. Et je vous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup.